Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le Hirak est un nom désormais consacré, celui d'un mouvement qui est allé chercher sa force et ses rêves au plus profond du peuple algérien, de ses frustrations, de sa longue résistance à l'oppression. Mais quel que soit le nom qu'il porte, il n'en demeure pas moins une révolution, au sens le plus entier et le plus noble du mot. Pourquoi une révolution, seriez-vous tenté de demander, puisque selon la signification que lui donne le Larousse, la révolution est un, je cite, est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place, prend le pouvoir et réussit à le garder. Fin de citation. Et vous auriez raison d'une certaine manière, parce qu'en l'occurrence, et pour ce qui concerne le Hirak, il n'a pas été et il n'est toujours pas violent. Ce n'est pas un groupe qui se révolte contre les autorités en place et il n'a pas pris le pouvoir, ou du moins il ne l'a pas encore pris. Par contre, et même s'il ne correspond pas à la définition du Larousse, c'est une révolution, une vraie révolution en ce sens qu'elle a réussi l'impensable sans recourir à la violence, justement. Elle a réussi à ébranler un régime très fort, très pernicieux, qui a remplacé le colonialisme au pied levé, l'un des systèmes les plus policiers du monde, les plus militarisés du monde, qui ne parvient plus néanmoins à dissimuler sa véritable nature puisqu'il a été débusqué et contraint de sortir du bois. Une oligarchie militaire qui dispose de la totalité du pouvoir comme bon lui semble, au point où c'est elle, cette oligarchie militaire, cette gérontocratie militaire, et seulement elle qui désigne le président de la République, le président élu, et qui dispose de la plus totale accessibilité aux ressources nationales sans la moindre contrainte institutionnelle, sans le moindre petit contrôle budgétaire, serait-il de pure forme. Et encore plus fort, le Hirak est une révolution parce qu'il a réussi à réduire la nuisance et la toute-puissance de l'oligarchie sans pour autant le faire par la violence. Il a même réussi à contraindre ce régime à la pratique du cannibalisme politique, puisque pour gagner du temps et tenter de tromper l'ennemi qui est le peuple sur sa propre nuisance, ce régime a désigné parmi les siens et au plus haut niveau de sa propre hiérarchie des membres importants de sa direction et de ses périphéries décisionnelles pour les jeter en pâture au peuple, pour les jeter en prison ou les chasser, allant jusqu'à les qualifier de traîtres ou de gangs mafieux. Et ça va. Oui, le Hirak est une révolution parce qu'il a fait voler aux éclats la terrifiante cohésion du régime, a dévoilé la noire réalité d'un patronat comprador, souvent prête-nom, et qui n'était rien d'autre qu'une organisation de pillage et de blanchiment de l'argent volé aux Algériens. Oui, le Hirak est une révolution, puisqu'il a réussi à déshabiller les grands pseudo-partis politiques et autres organisations de masse dont le seul véritable rôle consistait à se faire le rempart du régime
contre un peuple qui devait être fliqué, observé à la loupe, trompé et fourvoyé sur la véritable nature du même régime. Et c'est précisément pour ça qu'acculé, ce régime en est arrivé à se délester de ses anciens soutiens partisans, FLN, RND et les autres, pour en recruter de nouveaux avec la même feuille de route cependant. Oui, le Hirak est une révolution dans son sens le plus étymologique, qui est la rotation totale d'un corps autour de son axe central ou d'un corps autour d'un autre corps. C'est l'exacte description du Hirak, puisque c'est un mouvement social, non pas seulement de contestation du pouvoir qui l'opprime, mais aussi de refondation et de changement des postures habituelles de la société sur tout ce qui la concerne. Oui, c'est une révolution en ce sens que tout un peuple réapprend à entreprendre ce qu'il n'a jamais osé depuis 1962 et jusqu'au 22 février 2019. Tout faire pour faire éclore une conscience politique nationale, tout entreprendre pour casser les tabous stériles, tout oser pour revendiquer le droit à la dignité pour tous, se dresser contre la force brutale, résister à la subversion qui cherche à diviser et à semer la violence, créer l'esprit collectif propice à l'avènement d'une véritable révolution culturelle, c'est tout cela une révolution pour une Algérie nouvelle, qui n'aura pas été offerte en papier cadeau ou décidée par décret présidentiel, mais arrachée par tout un peuple des griffes d'un système prédateur et criminel. Le mardi des étudiants et le blocus d'Alger. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Abdelrahim Moussawar, militant politique du FFS. Abdelrahim, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. Content de me retrouver avec vous et avec Azwaou. Voilà, Azwaou Chemrouk, militant politique. Azwaou, merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie, Jamaldine, et je remercie Rahim. Et je vous dis bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, au téléphone, nous allons avoir, pour un court compte-rendu de ce qui s'est passé dans leurs villes respectives, Khadour Chouicha de Men Wahran, syndicaliste, universitaire, militant des droits de l'homme, Saïd Ben Arab de Bjaya, militant politique, Abdel Jabbar, étudiant, Alger, hirakiste. Nous allons commencer par, si vous le permettez, Khadour Chouicha, Ben Wahran. Khadour Chouicha, merci d'être avec nous. Moi qui vous remercie et qui vous salue, ainsi que vos invités et vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Alors, Khadour,
Qu'est-ce qu'il y a eu à Oran aujourd'hui? Est-ce que les étudiants de Wahran ont marché comme chaque mardi? Non, malheureusement, ils n'ont pas marché. Mais même la dernière fois, ils étaient pour marcher. Enfin, ils n'avaient pas marché. Mais ils ont fait un rassemblement à la célèbre place 1er novembre à Oran. Je rappelle que c'est la deuxième fois qu'ils font ce rassemblement. Auparavant, Oui. ils étaient limités à faire un rassemblement au sein de l'Université des sciences et technologies d'Oran. Et c'est la deuxième fois maintenant qu'ils sortent de l'université et qui font un rassemblement au centre-ville et qu'ils ont été rejoints par des gens, des citoyens tout simplement et des citoyennes qui sont venus participer avec eux à ce rassemblement en entonnant des slogans pour montrer tout de même qu'il y avait des étudiants qui tenaient bon, qui résistaient et qui attendent le retour de la grande masse des étudiants parce que Oui. nous n'avons pas de doute là-dessus que les autres étudiantes reviendront parce qu'il s'agit de leur pays. Il ne s'agit pas de notre pays, il s'agit de leur pays, de leur avenir, l'avenir Bien sûr. de ce peuple-là. Donc, je remercie beaucoup ces étudiants et ces étudiantes, il faut le dire, qui résistent et qui tiennent à témoigner chaque semaine, semaine après semaine, sans avoir aucun doute et en se disant, nous continuons, nous sommes sur la bonne voie. Comme je tiens à remercier tous les citoyens et citoyennes qui se déplacent pour dire tout simplement, pour faire acte de présence, qui disent nous tenons aussi à marquer le coup avec. Merci. Merci, Khaldour Chouicha. Je crois qu'on a été coupé. Ce n'est pas de notre faute, il me semble. Khaldour Chouicha, merci beaucoup. Avec nous, Saïd Ben Arab de Bjaya. Saïd, merci d'être avec nous. Donc, Zulf Laouen, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant à l'université Abdelhamid Béjaïa, étudiant Master 2, Tamazirt, oui. Alors, dites-nous ce qui s'est passé un peu à Bjaya, parce qu'on a entendu parler de brutalité policière. Ouais, donc, je vais vous résumer en une phrase ce qui s'est passé aujourd'hui à Béjaïa. Nous avons vécu l'horreur. À ce point? C'est très, très grave. L'horreur. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est une première, parce que depuis le déclenchement du Hirak, nous n'avons pas vécu cette répression d'aujourd'hui. C'est la première fois que la marche des étudiants à l'université de Béjaïa est réprimée par les forces de l'ordre. Voilà. De quelle façon elle a été réprimée? Des arrestations, des bastonnades, bombes lacrymogènes? Donc, il y a eu des arrestations d'abord des citoyens de la société civile qui sont venus pour participer. Donc, nous avons commencé la marche à l'intérieur du campus de Tel Gousmour, puis nous sommes dirigés directement vers le portail pour sortir. Et là, ils ont bloqué le portail. Après, ils ont tabassé des gens de tout court et ils nous ont empêchés de sortir. Il y avait même des policiers et des arrestations. Est-ce qu'ils ont pénétré à l'intérieur du campus? Non, pardonnez-moi ma voix. Je vous en prie. Ils ne sont pas pénétrés. On les a empêchés ils étaient empêchés par les étudiants. Voilà. Mais les étudiants n'ont pas pu sortir, hein? C'est empêché de manifester. Oui, on n'a pas pu sortir, mais quand même, on a réussi de bloquer la police pour qu'ils ne vont pas pénétrer à l'intérieur de l'université. Mais à mon avis, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très, très grave. Donc aujourd'hui, ils nous ont empêchés au portail de l'université, mais demain, peut-être, ils vont pénétrer directement à l'intérieur, et c'est très, très grave. Et les arrestations, c'est des arrestations d'étudiants qui sont sortis du campus, qui ont été appréhendés? Non, donc il y a des arrestations des citoyens. Ah, les citoyens qui sont venus vous soutenir comme chaque mardi. Voilà, exactement. Il y a des citoyens, des arrestations, mais les étudiants,
sont pas passés par la police. Voilà, il y a même des blessés. C'est pas des blessés graves, mais il y a des blessés. Alors faites-nous savoir, mon cher Saïd, s'il y a des complications, si les gens n'ont pas été relâchés, faites-nous le savoir pour que nous puissions informer nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Saïd Ben Arab. Et Adel Jabbar, étudiant à Alger, est-ce que Adel est avec nous? Et Abdel Jabbar reviendra dans un moment, sa batterie est épuisée. Alors, mes chers amis, donc avant de discuter d'un peu tout ça, nous allons voir quelques vidéos. D'abord sur Bjaya, le rassemblement, la première vidéo. افغايا جراد تامردي الخير نور في غزك يبحى ماذا القاضي كي الزلزال اويد العقد ما يصحى دولة مدنية يسقط النظام ماشي عسكرية Alors, mes chers amis, avant de vous montrer des manifestations à Alger, nous allons d'abord voir ce qu'ils ont fait à Alger, ce régime. C'est incroyable. Même en 2019, du temps de Gaïd Salah, quand il bloquait quasiment Alger, même les oiseaux ne pouvaient pas passer, ils n'ont pas fait comme ils ont fait cette fois-ci. Toutes les autoroutes qui font rentrer vers Alger, ou les routes, ont été bloquées à un point où il y a des dizaines de kilomètres de bouchons. Nous allons d'abord regarder ça. حوالي 5 كيلو ولا 10 كيلو مازال هاي لك دخلت العاصمة. هذه هي الدولة العسكرية. هاي لك دولة الاستعمار. هاي لك دولة الاستعمار. هذه هي دولة الاستعمار. هاي لك وضوك يخرجوا جماعة تكوت بريرة يفرقون. شوفوا جماعة الاستعمار في بلادك مستعمر. هاي لك هذا باراج الأولى اللي تاع دار البيضاء. هاي فايتة 5 كيلو. هاي شوف الناس هاي كاين اللي مريض مسكين كاين اللي جاي يطلع على مريض كاين اللي راح يخلص العام كل واحد له كيفه كل واحد له ظروفه ويربوا عليه هاي على السبه الحراك الحراك ولا يخوف الدوله الدوله اللي ما عندهاش مصداقيه اللي تخاف من الحراك ماشي دوله هاي مساء الخير هاي الدار البيضاء هاي باراج تاع الدار البيضاء حوالي 10 كيلو ساعة شوفوا يا ساعة هذيك دولة الاستعمار ساعة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. Et c'est comme ça pendant longtemps, hein, c'est incroyable. Hein. Alors nous allons regarder quelques scènes des manifestations à Alger. Désolé, l'image que l'on a vue, c'est celle de Bjaya, ce n'est pas Alger. Nous allons voir quelques images d'Alger.
زيد الصحافه الحره يحيى الصحافه الحره الله يجازيك. Alors, Abderrahim Azouaou, d'abord sur ce blocus d'Alger, qu'est-ce que vous pourriez nous faire comme remarque? Je vous en prie, hein, vous pouvez discuter entre vous. D'abord, je tiens à dénoncer la répression qui s'était abattue sur les étudiants à Béjaïa. Oui. Comme disait notre camarade Saïd Ben Arab, aujourd'hui c'est l'entrée de l'université, demain c'est le haram el-jama'i, c'est à l'intérieur de la fac. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Et je pense réellement que c'est en rapport avec le blocus d'Alger dont vous parlez. Je dénonce cette répression parce que le pouvoir essaie de profiter au maximum. Il essaie de profiter de la moindre occasion pour s'attaquer à des piliers, à des points clés du Hirak, de la révolution. Et vous savez que l'un de ces points clés du Hirak, c'est les mardis des étudiants. C'est le paramètre qui nous démontre à quel point ce Hirak est fort, à quel point ce Hirak peut continuer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2019-2020, jusqu'à bien sûr... jusqu'à l'arrêt des démarches à cause du coronavirus, on regardait toujours le mardi et on avait eu une idée sur le vendredi suivant. Le blocus que connaît Alger, je pense que Tebboune, qui récemment, peut-être au Conseil des ministres, annonçait qu'il fallait ouvrir les grandes villes, il fallait réprimer, enfin pas réprimer moins, mais laisser le peuple s'exprimer, laisser le peuple marcher. Tout simplement, ils nous ont habitués à ce genre de discours parce qu'ils veulent avoir une façade internationale qui pourrait éventuellement reconnaître comme quoi le pouvoir algérien, c'est un pouvoir ouvert, qui laisse ses citoyens manifester, qui laisse les citoyens revendiquer des choses, organiser des mouvements de contestation. Mais en réalité, en contrepartie, ce qu'on voit à côté, en parallèle, toute cette répression, tout ce blocus nous renseigne sur la nature de ce régime qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas vraiment, réellement laisser le Hirak s'exprimer correctement ou jusqu'au bout. Et la mobilisation des étudiants montre de son côté à elle la nature et le niveau de la conscience politique. Bien sûr, là je viens d'écouter des jeunes, des étudiants évoquer le nom d'Aban Ramdan. La primauté du civil sur le militaire. Des jeunes qui parlent de Dawla Madaniya. Ils connaissent les ficelles, ils connaissent le danger d'un régime militaire totalitaire, un régime dictateur. Oui. Un régime dictateur qui empêche ses étudiants de sortir de la fac. Ça, c'est de la dictature. Et nous allons écouter des étudiants parler, avant de vous donner la parole, où nous allons voir le très haut niveau de conscience politique au sein de nos étudiants. Écoutez. من هذا المنبر نطالبوا باطلاق سراح جميع المعتقلين ولا راسهم طالب ميلود بالروان. الطلبه ما كانوا في الجامعه وليس في السجون. السلام عليكم خالتي. يوم المسيره 108 نشكركم على السلميه تاعكم رغم كل التضييقات. كاين واحد الامر لازم نهضروا عليه. يوم الجمعه تم التعدي على الصحافه الحره اللي مشات معنا لمده عامين من طرف بعض البلطجيه. نقولوا لهم يحاولوا يفرغوا لنا الحراك تاعنا من الصحافه باش يولي ما كاش اللي يغطيه. من هذا الامر احنا نحميو الصحافه الحره ونشكروها على اللي قاعده مشات معنا لمده عامين. كاين واحد الامر وقت اخر. النظام اعلن
داخلين على الانتخابات التشريعيه في جوان. النظام هذا بانه مازال ما داش الاعتبار. النظام هذا ما داش الاعتبار من الانتخابات الرئاسيه والانتخابات الدستوريه اللي دارها بدون جمهور. هو مازال يناور، هو في واد والحراك في واد. الحراك يقول لهم تنحوا كاع رموز النظام ويحاول يدير لنا انتخابات بنفس رموز النظام. احنا نقولوا له من هذا المنبر رانا ضدها بالانتخابات ورانا مكملين تحقيق العدل والقانون. خوتنا يا خوتنا كان امر لازم تذكروا به الا وهي وشنو هي السلميه. يا خوتنا السلميه تكون في الميدان. يا خوتنا السلميه تكون في الميدان. خوتنا السلميه تكون في الميدان وتكون في الفكر وتكون في السياسه تكون في كل مجالات. لازم نفيتيو ندخلوا في صراعات ثانويه خرجنا على الاهداف تاعنا ولازم تعلموا نتناقشوا فيما بيننا. خوتي اللي ما يتفاهمش مع اخوه يتناقش معاه تنخرجوا بأمسا فايدة لينا. يا خوتنا ما زوش يخرجونا على الكادر تاعنا. سلميتنا تضامن فيما بيننا وحدتنا وعينا والثبات ثم ثبات ثم ثبات. Et pendant que les étudiants expriment donc ce très haut niveau de conscience politique, pendant que le Hirak aussi est là chaque vendredi, l'Algérie nouvelle de Tebboune, nous allons en regarder quelques petites séquences où les gens continuent de souffrir le quotidien. Vous allez voir des gens à Boussaada aller tout simplement essayer de retirer soit leur pension, soit de quoi vivre, soit... Regardez. Bon, donc je tiens juste, pour commencer mon intervention, à apporter mon soutien d'abord aux détenus, notamment Sami Dernouni qui a déclaré qu'il a été torturé, et puis d'autres, sans oublier... et qui a néanmoins été condamné à 2 ans de prison. À 2 ans de prison, ouais. Et d'apporter ma solidarité à Yassine Mibarki, qui je pense, un oubli. Pourquoi je dis Yassine Mibarki? Parce que pour moi, c'est un détenu d'opinion. Oui. Il a été idéologiquement incarcéré. Oui. Il y a aussi, j'apporte ma solidarité aux étudiants réprimés aujourd'hui. Comme il l'a dit notre concitoyen, l'étudiant, c'est qu'aujourd'hui, ils les ont empêchés de marcher, mais demain, ils vont violer l'enceinte universitaire, comme ils l'ont toujours fait. À Tizi Ouzou, ils l'ont toujours fait pratiquement. Donc il y a toujours ces violations des enceintes universitaires. Je tiens aussi à apporter mon soutien et ma solidarité aux journalistes qui ont été agressés le vendredi dernier. Je tiens aussi à apporter une chose qui se passe ici à Paris, c'est au mouvement Double Rupture qui a été agressé dimanche dernier. C'est une énième agression. Je tiens déjà à dénoncer ces agissements, parce qu'en fait, si on a un problème politique, il faut le régler politiquement et dans le pacifisme. Je dis, ceux qui ont agressé ce mouvement-là, cette agora-là, soit, s'ils ne sont pas du régime, ils sont un allié objectif à ce régime. Donc absolument, là, nous passons à un moment très très crucial. La contre-révolution, elle est à son paroxysme aujourd'hui. Franchement, il faut qu'on fasse preuve de responsabilité et de pacifisme, et de dénoncer toute tentative d'agression, que ce soit au pays, que ce soit ici absolument, à Paris. Parce que c'est vraiment... je ne vais pas dresser un bilan noir, mais c'est des prémices qu'il faut vraiment dénoncer. Mais à votre avis, ce genre d'agression verbale, physique, qui se produisent ces derniers temps dans le Hirak, d'abord parisien,
mais qui commence à se faire jour un peu au pays aussi à travers quelques petites excentricités verbales. Ouais. Est-ce que, d'après vous, elles sont orchestrées, manipulées, ou est-ce que vraiment l'expression de ces deux extrémismes, parce qu'il faut les nommer, de ces deux extrémismes qui s'expriment tout naturellement? Ou alors est-ce qu'ils sont attisés, instrumentés? Est-ce qu'il y a des tireurs de ficelles pour essayer de créer un climat qui puisse devenir délétère, mortifère pour le Hirak? Absolument. Mais je tiens juste à dire une chose. L'extrémisme, pour moi, je ne le vois pas en termes d'idées politiques. Je le vois quand on passe à la violence. Et ça, c'est comme ça, parce que l'idée se combat par une autre idée. Oui, la violence, elle se véhicule à travers des idées. Exactement, mais quand on passe à l'acte, parce qu'il y a toujours des moyens pacifiques de dénoncer, de combattre une idée. Il y a toujours des moyens. Moi, je vais vous dire, double rupture, par exemple, il dit ni islamiste ni militaire. J'ai discuté avec des gens, ils étaient contre ce slogan. Je leur ai dit, mais vous n'avez qu'à trouver un slogan qui combat ce slogan. Non, mais les gens qui le combattent, peut-être parce qu'ils considèrent que l'islamisme ne s'étant pas exprimé sur le terrain de façon idéologique, les islamistes font tout pour rester dans le Hirak sans exprimer leur particularisme, jusqu'à la création de double rupture. Non, parce qu'en fait, il faut prendre les événements dans l'histoire, notamment dans ce Hirak. Moi, je dis qu'il y avait des tentatives d'idéologisation. D'ailleurs, moi, j'étais toujours pour l'idéologie, pour le débat. Par exemple, donnez-nous des exemples où vous avez vu dans le Hirak des islamistes crier pour l'islamisme. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a de la subtilité. Parce qu'on ne sont pas naïfs. Ils ne sont pas naïfs. C'est qu'il y a une chose, c'est que l'attaque qu'a subie, par exemple, Saïd Saadi, je le dis, ce n'est pas parce qu'elle est de ma famille politique d'une manière générale, mais c'est qu'il a subi une attaque. Et en contrepartie, ces partis-là les islamistes commencent à une forme de réhabilitation de leur discours, et puis même de se dédouaner des années 90. Moi, mais vous faites encore un procès d'intention. C'est pas que Où avez-vous vu des islamistes s'attaquer à Saïd Saadi? Moi, je sais qu'il a été attaqué à Bjaïa, qui n'est pas un fief islamiste. Il a été attaqué à Marseille aussi. Hein. Il faut le dire. À Marseille, il a été interpellé par un citoyen. Non, mais là, à Marseille, Salim El-Aïbi, que nous connaissons, il l'a interpellé en tant qu'individu. Là, je ne défends pas, mais je dis les événements qui ont été... oui, mais pourquoi vous voulez absolument les faire porter aux islamistes? Vous êtes en train de le dire. Non, je vais vous dire une chose. C'est qu'il y a des choses qui se passent, il y a des événements. Moi, je vais vous dire une chose. Quand vous invitez quelqu'un ici à Al-Magharibia qui se prononce en tant que fils, par exemple, moi, je vous dis directement, le fils, en tant que jeune, le fils, il est responsable des années 90, ne serait-ce politiquement. Non, moi je peux vous dire, tant qu'il n'y a pas une véritable dynamique, vérité et justice, une justice libre, qui puisse nous dire ce qui s'est réellement passé, vous faites encore un procès d'intention. Non, je ne fais pas juste une seconde. Je ne fais pas un procès d'intention, Jamaluddin. Pourquoi? Parce que nous avons toujours tenu, en tant que jeunes, parce que quand on prend la proportion de la population algérienne aujourd'hui, on a toujours combattu, c'est-à-dire cette bipolarisation. On a toujours... Vous ne donnez pas l'impression, vous donnez l'impression de faire exactement le contraire. Non, je ne fais pas le contraire. Là, je relate des événements, je vous explique pourquoi le mouvement... Vous dites que les islamistes sont responsables des années 90, alors qu'ils sont des victimes d'un coup d'État et que le terrorisme pédagogique... Attendez, pour que vous ne soyez pas le seul à parler. Parce s'il y avait un islamiste ici, je le laisserai s'exprimer. Comme ce n'est pas le cas, je vais vous répondre. En tant que citoyen, je n'ai rien à voir avec l'islamisme. Non, rien. Vous n'avez pas à vous justifier là-dessus. Mais on débat avec sereinement, il n'y a pas de problème. Mais les islamistes, jusqu'à preuve du contraire, eux, ils disent, nous avons demandé de façon officielle, publique, qu'on mène une enquête, une dynamique, vérité et justice, et nous sommes prêts à être jugés devant des juges intègres. Or, le régime, qu'est-ce qu'il a répondu? Non, il y a la charte des réconciliations nationales qui interdit de faire ou de dire quoi que ce soit sur cette période. Il y avait même des gens, des démocrates, ce qu'on appelle des démocrates, qui ont soutenu Bouteflika lors de Donc, ce n'est pas pour autant que je vais les défendre. Parce que moi, je suis de la partie qui n'était pour rien
dans les années 90 et qui surtout ne veut pas payer pour les années 90 et de les faire revenir aujourd'hui. Et pourtant, votre démonstration maintenant, non, quoi qu'on dise, Alors, on s'est retrouvés c'est dans une une réalité discussion politique. où les islamistes sont à la barre des accusés. Non, ils sont... Regardez, je vous suis, moi. Je finis Oui, juste oui. mon raisonnement. Allez, finissez, et puis vous parce que aurez... c'est très important. puis on changera de sujet. Je finis juste mon raisonnement. Je n'ai apporté aucun jugement d'intention. Mais politiquement, moi je dis, le FIS, le pouvoir et toutes les partis qui étaient responsables des années 90, ne serait-ce politiquement, ils sont responsables. Non, vous avez dit les islamistes. Vous n'avez pas dit le pouvoir. Non, maintenant, vous corrigez. Maintenant, vous corrigez. Non, les islamistes, c'est une émission télévisée. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient les seuls responsables. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Non, mais vous pouvez revisiter l'émission tout à l'heure, ce que vous avez dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Alors, un mot sur ça et on va changer de sujet. Il faut que je finisse mon... Allez-y, finissez. J'ai relaté des choses qui étaient des événements. Pourquoi le mouvement double rupture était là. C'est-à-dire il y avait des causes. Et une des causes, c'est cette vision. Comme, c'est-à-dire une volonté de neutraliser une partie, tout en réhabilitant une autre partie. Sans prendre aucune partie. Parce que moi, j'aurais pu joindre une partie ou une autre, mais je ne joue pas parce que je me vois un jeune Algérien qui n'était pour rien les années 90, et il veut surtout ne pas être pour ne pas être émissé ou s'ingérer dans ces années 90. On a toujours essayé de ne pas prendre parti. Ça, il faut que vous le compreniez. Donc si je dis les islamistes, ils étaient responsables, il n'y avait pas que les islamistes, bien évidemment. Tous les acteurs qui étaient responsables des années 90 de l'échec de déclenchement ou d'un processus démocratique, il faut les condamner. Maintenant, on ne peut pas condamner tant qu'il n'y a pas eu d'enquête. Maintenant, sur le plan de justice, je suis entièrement d'accord et je peux vous envoyer un écrit que j'avais fait et j'ai publié. C'était en 2020, début 2020, par rapport à ça. C'est-à-dire pour dire que nous, les jeunes, on ne doit pas s'immiscer sur ça. Par contre, vous devez vous immiscer. En demandant à ce que toute la vérité soit faite. C'est tout. Avec une véritable Maintenant, pour la justice, justice, c'est au peuple de pardonner ou de poursuivre. Exactement ça. Mais la vérité doit être faite et elle est loin d'avoir été faite. Je vais vous dire, donc, ce qui nous interdit d'asséner des jugements hâtifs. Donc, on attend que la vérité soit faite. Et on la demande au pouvoir. Il faut qu'il soit fait par une justice. Moi, je vous dis par exemple, Matoub, le cas Matoub. Sa famille, aujourd'hui, demande à ce qu'il y ait une justice. Si tu demandes à un dernier, je ne sais pas, citoyen, il y a des partis qui vont te dire que c'est les islamistes, d'autres partis vont te dire que c'est l'État. Et d'autres partis vont vous dire que c'est une certaine partie. Non, on sait pas. Mais le meilleur moyen, il faut qu'il y ait une commission, une dynamique vérité et justice. Là, je suis entièrement d'accord. Sur ce point, avant de changer de sujet. Parce que c'est très important. Je trouve que c'est très important. On est en France, on est à Paris. Ça fait, avec Azouaou, ça fait des 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, qu'on est à Place de la République. On organise des marches, on organise des manifestations. Tout à l'heure, notre ami Abdel Jabbar, apparemment, c'était lui qui est en train de parler dans la vidéo. Il disait il faut la discussion. On a des problèmes, on a des malentendus entre nous. Le Hira qui nous a appris, depuis 2019, à parler entre Algériens. Il y avait aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a des islamistes, il y a des laïcs, il y a de toute tendance politique, idéologique qui soit. L'Algérie de demain, tout à l'heure, je discutais avec un ami, Belaïd, qui était là à l'émission d'avant. L'Algérie de demain, c'est une Algérie plurielle. Mais je ne vais pas m'arrêter là, parce que vous avez soulevé un point très important, la double rupture, les islamistes. Le Hirak, moi, je vais dire autre chose. Moi, je vais aller au milieu. Ce n'est pas une question hypocrite ou une question de plaire à tout le monde. Je sais que je peux plaire à certains, je peux déplaire à d'autres, mais le Hirak ne doit pas être un lave-linge de ce qui s'est passé dans les années 90. Absolument. Cela ne veut pas dire que je vais me positionner contre Flen ou contre Flen. Parce qu'aujourd'hui, le climat qui commence à se détérioriser, qu'on doit... Toi, moi et les autres, c'était le but de ma question auquel quand j'ai posé au début. Mettre fin. Est-ce que ça ne peut pas
empoisonner le climat. Alors, C'est en ça. tant que militant politique, nous avons le devoir, d'un côté, de faire des constats, de dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas rentrer dans le populisme pour plaire à tout le monde. Parce que essayer de plaire à tout le monde, c'est du pur populisme. C'est impossible. de toute Par façon. contre, on peut aller même sur des déclarations de Dorbar et tout. Moi, quelqu'un avec qui je ne suis pas forcément d'accord, je l'invite à la discussion. Oui. Pas mal de débats ont été réglés à République à travers des discussions Absolument. en dehors des micros. Alors, en parlant de la double rupture, n'oublions pas que ce mouvement, quand il a été créé la première fois, il y avait des prémices, une préparation de terrain. Mziane Abben, je le cite parce que j'ai rien contre lui personnellement, pour préparer sa rentrée, je veux dire, de la double rupture, ils ont le droit. Moi, je serai le premier à défendre leur présence à République, le fait de s'exprimer. Mais en tant qu'Algérien... On s'est interposé même pour les défendre. On s'est interposé, Voilà. on l'a fait et on l'assume. Mais arriver pour justifier des objectifs qui viendront par la suite, dire que Place de la République, le Hirak à Paris, il est infesté entre guillemets, c'est-à-dire il est repris par les islamistes en mettant en difficulté les collectifs qui sont là depuis 2019. Absolument. C'est jeter le discrédit. On est arrivé même, entièrement aujourd'hui, d'accord. Trouine dont on parle, il ne faut pas qu'on oublie que même des gars de la double rupture, Gélour Batou, ils ont traité Abdo, ils ont traité Mouhiakoub, ils ont traité un certain nombre, ils ont visé des militants de République qui sont dans les organisations en les traitant d'islamistes. Moi, je dénonce toute forme de quelqu'un tout bord. en l'absence d'une justice libre et indépendante, en l'absence d'un véritable Absolument. État démocratique. Absolument. Le pouvoir a tout fait pour effacer toute forme d'État organisé en Algérie pour que les uns soient les juges envers les autres. Les uns et les autres. Moi, je suis contre personnellement. Là, je fais un appel. Wallah, en toute sincérité, à tous nos amis, à République, qu'ils soient de la double rupture, qu'ils soient de Rached, qu'ils soient de Puna, qu'ils soient de Libéral Algérie, de l'Interco, de tous les collectifs, à faire un travail sérieux. Le débat, il doit se faire à République. Je suis contre une idéologie. En toute sérénité, je suis contre une idéologie qui pourrait être difficile, qui pourrait être dangereuse pour l'Algérie. Je peux prendre la parole, j'évite l'insulte, j'évite les intimidations. On est des Algériens. Moi, personnellement, je lutte pour une Algérie plurielle. Ce n'est pas parce que je suis musulman que je vais blesser un laïc, je peux être musulman et laïc, que je vais blesser un athée dans sa profondeur, dans ses convictions, et vice-versa. Ce n'est pas parce que je suis laïc que je vais blesser un musulman en proférant des insultes. Absolument. Ça, on l'a constaté à République. Ceux qui étaient accusés de terrorisme, ils ont... les accusations de Habla, les accusations de Antar, DRS, là, on assiste à un véritable procès d'intention, les uns contre les autres. Je vous assure. Comment on dit Tahouin et quoi d'autre, l'autre terme Tahouin ou Tahouif. Voilà. C'est une faire façon, peur et traiter tout le monde de traître. Faire peur aux gens qui viennent à République. Alors moi, je vais vous dire quelque chose pour qu'on puisse passer à autre chose. À mon avis, à mon humble avis, nous devrions laisser ces histoires des années 90 à côté. On ne va pas les enterrer. On va les laisser de côté le temps qu'on se décide à faire la vérité sur ce qui s'est passé. Moi, je pense sérieusement, je pense que du débat jaillissent les lumières. Oui. Effectivement, à République, par exemple, il peut y avoir des laïcs. Je connais des personnes qui étaient anti-islamistes, qui sont devenus aujourd'hui, ils reconnaissent l'existence d'un courant islamiste, mais ils font un travail pour faire en sorte que le conservatisme qui existe ne dépasse pas, ne prenne pas les fondements d'un État. Absolument. Les fondements d'un État, c'est quoi? C'est les libertés, c'est la démocratie, c'est le respect. Je me permets de vous interrompre parce que là, c'est l'objet d'une émission à temps plein. Mais ce que je voudrais vous dire, mon sentiment, ça veut dire qu'on laisse ce qui nous fâche de côté. Et que ne venez pas me dire « Ah, vous m'endormez le temps qu'on chasse le régime pour que vous le remplaciez. » Non, je crois parce que le peuple est aujourd'hui debout, conscient, il sait où il va, il ne laissera personne lui voler sa victoire. Ni les islamistes, ni les autres, ni qui que ce soit. C'est pas pour répondre, ce que vous venez de dire, c'est important, mais il y a quelque chose de plus important aussi. C'est que le peuple qui sort dans les rues,
Il a mis en place des préalables démocratiques. Oui. Si on veut Daoula Madania, quand on parle de Daoula, on parle d'un État. Absolument, Un un État État de démocratique, droit. un État de droit Voilà. où c'est la loi qui prime surtout. Ce n'est ni les confessions des uns et des autres, ni les convictions des uns et des Et autres. la volonté populaire est la seule source de légitimité. La volonté La populaire, volonté c'est la populaire. source de la légitimité. Ni la volonté de Dieu, mais le fond- ni la volonté de l'armée, Exact. ni la volonté. C'est la volonté mais populaire. les fondations, les fondements d'un État, ils doivent être clairs dès maintenant. Bien sûr. La démocratie, la liberté, Et le peuple les est en libertés train de le dire, fondamentales. l'état de droit. Ouais, voilà. Juste une seconde. Alors, la très volonté vite. populaire tout en respectant les fondamentaux démocratiques. Parce que sinon, si on Mais ça respecte- dépend ce que vous entendez. Vous voyez, on peut repartir pour. Ça Exactement. dépend ce que vous Non, c'est- entendez. les Parce que fondamentaux, vos préalables c'est que peuvent pour ne ne pas pas être tomber- les préalables de l'autre. les fondamentaux, D'où la je dis les nécessité du fondamentaux, dialogue. D'où la nécessité du dialogue. de C'est pour ça dialoguer que nous, hirak, hirak. C'est pour ça que quand on dit nous, en tant que génération qui n'était pas responsable des années 90, on approche ça sereinement. Il n'y a pas de problème. Mais Surtout, il ne faut y a pas de haine. arriver avec. Surtout, y a il pas y a de des haine. minorités qui arrivent comme ça, avec le grand mot de préalable. Ils vous disent non, Je non, vais vous attendez, moi j'accepte à Ouais. condition qu'on fixe les préalables maintenant. fondamentaux- Mais les préalables par rapport à lui, Les par rapport à sa vision de la vie. Il y a des Mais choses, il y a des fondamentaux qui sont indiscutables, c'est-à-dire que pour tout le monde, c'est-à-dire il faut les Il faut- respecter, que même la majorité ne doit pas y revenir. C'est-à-dire, il On faut doit pas qu'il- apprendre Abdel Jabbar D'accord, parce que là, sa d'accord. batterie est à plat. Je suis D'accord, désolé. pas de souci, je te- Abdel Jabbar, merci d'être avec nous. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ان شاء الله عبد الجبار لا باتري صحيحه برك. صافا راهي لاباتري انتيك. يا لاباس. احكي لنا خويا واش صرا اليوم في الجزائر مع لي ستوديون. بون بالنسبه لنهار اليوم يعني والله حقيقه تشوف مع الاول كي ديمارينا كي بدات المسيره كانوا ما كانش بزاف يعني بزاف غاشي. وي. وشفت نهار اللي شفت الطلبه ديسيداو باش يدوروا لجهه البرلمان انا حقيقه الله تخوفت قلت مي ريسكيو ولكن والله مبور ما لحقنا البرلمان الحشد الشعبي اللي زاد الحق والله حقيقه انا باللي حسيت باللي التصعيد راه جاي عن قريب ان شاء الله شغل وان شاء الله الطلبه ثاني يعاودوا يحيوا الثلاثاء تولي كما كانت من قبل نعاودوا نرجعوا الحشد الشعبي الثلاثاء الطلبه يعني سورتو اليوم نهار اليوم انا وش شفت منهم يعني ضربه صفعه كبيره على النظام الفاسد هذا اللي راه يحقر فينا دوكا. وانا شفنا باللي كاين بزاف من الشعب اللي جاو انكادراوكم مشاو معاكم من المواطنين يعني اللي ما مش طلبه. وانا واحد منهم خرجت مع الطلبه على اساس انه شعبي ونفتخروا بهم يعني عبك مثلا كي تشوف عبد النور ولا تشوف قيس ولا تشوف الطلبه يمدوا كامل واش عندهم بيمثلوا الطالب الجزائري بهذيك الطريقه وتكون الاجابه تاعهم لهذه السلطه اللي ما عندها حتى شرعيه بالنسبه للانتخابات هم هذه الفاشله اللي هم حابين يجوزوها الصفعه كما هذه كما راحوا من جهه البرلمان والله يا باك وشنو ماشي الشعب برك اللي يخرج معاهم بك عيب على اي واحد يقدر يخرج مع الطلبه وما يخرج لانه رفعونا راسنا بزاف والله. بارك الله فيك عبد الجبار يعطيك الصحه الى اللقاء ان شاء الله. Alors nous revenons à notre nous allons voir l'armée les radiés de l'armée ceux qui manifestent depuis pas mal de temps mais qui ont des revendications socio-professionnelles. Ce sont des gens qui demandent des indemnisations, la revalorisation de leur retraite et autres. Ce sont des revendications catégorielles qui concernent les radiés de l'armée, les handicapés de l'armée et autres catégories dans ce sens-là. Nous allons voir comment ils ont été réprimés aujourd'hui. Regardez. جمهورية جديدة جمهورية جديدة هاي عصابة دو صور هنا
Voilà, c'est des images du côté de Ben Talha Barraqi, je crois. Hein, alors, ils voulaient entrer à Alger, en fait, voilà, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui avec le mardi des étudiants. Et ils ont trouvé face à eux des gens décidés à leur tirer des bombes lacrymogènes. Ouais. Alors, Justement, juste un petit commentaire sur ce qui vient de se passer aujourd'hui sur Alger. J'ai vu sur les réseaux sociaux justement beaucoup d'amis qui se plaignaient du blocus. Vraiment, Alger était bloqué aujourd'hui. ah oui, un point. Nous avons montré la vidéo tout à l'heure. C'est incroyable. Ça peut-être à cause justement des manifs des étudiants et les manifs des retraités de l'armée. Oui, possible. Ça montre encore une fois la manière dont gère ce pouvoir les questions sociales, les questions économiques, les questions politiques. C'est toujours le tout sécuritaire, parce qu'il ne sait pas gérer autrement. Il ne sait pas gérer autrement. Oui. Il n'a jamais investi ni sur l'économie, pour édifier une économie solide, pour qu'il y ait au moins un credo donné à ce système pour qu'il reste, au moins qu'il y ait, disons par exemple, prends la République chinoise, au moins qu'il y ait quelque chose sur lequel la Chine peut s'appuyer, justifier la répression des politiques. Mais nous, depuis 1962, rien n'a jamais été fait. Mais ça a été voulu. Ça a été voulu. Pourquoi le pouvoir n'a pas voulu justement édifier une économie solide et puis donner un climat social qui est confortable pour la population? Pourquoi? Parce qu'il faut toujours, parce qu'il a une aubaine qui s'appelle le pétrole. Il faut toujours que le peuple soit attaché à la rente et à la dépense publique. C'est-à-dire, si l'État ne dépense pas, le peuple n'aura rien à travailler, n'aura rien à manger. Et la preuve, quand vous voyez le blocus d'Alger, est-ce qu'une économie normale peut se permettre de bloquer une capitale comme l'a fait ce régime hier et aujourd'hui? Et pas que hier. Mais ça arrête toute l'économie, un tel blocus. Pas que hier. Moi j'ai vécu en Algérie pendant presque 30 ans. Je sais, j'ai vécu ça. Je faisais la navette Tizi Ouzou Alger pratiquement 2-3 fois par semaine et pendant 10 ans. Et ça a toujours été le cas. Bon, aujourd'hui, c'est exagéré, c'était kilomètres. Moi, j'ai vécu ça pendant 10 ans. C'était vraiment... À la limite, c'était des bouchons. Mais non, c'était à cause des barrages. Ah bon? C'était à cause des barrages. Exprès, des barrages filtrants. Des barrages, bien sûr. Après, il y a la situation sécuritaire qui le justifiait, mais on ne gère pas un pays de cette manière. L'économie, vraiment. Moi, j'étais un opérateur économique au pays, mais c'était vraiment la galère. Mais c'était parce que c'était la rente. Si c'était une économie, j'allais dire, rationnelle... C'est pour ça que pour revenir à ce que je disais, à mon raisonnement, c'est que le pouvoir, il ne veut pas que le peuple soit autonome économiquement. Parce que si le peuple est autonome économiquement, c'est lui qui paye les impôts, et les impôts, c'est les impôts qui financent l'armement, qui financent le fonctionnement de l'État. Donc il sera indépendant, donc il peut se révolter quand il veut, le peuple. Mais aujourd'hui, quand il y a la majorité de la population qui est liée directement, indirectement à la dépense publique, des gens, un fonctionnaire, il va vous dire quoi? Bon, si je me soulève, donc c'est mon poste de travail qui est perdu. Un autre aussi. Donc le pouvoir, même s'il avait les moyens de le faire, il ne voulait pas le faire, ça. Moi, j'ai pensé à une phrase que m'a dite dernièrement Houssine Temaridjine, Del Houssine. C'est la sagesse en personne. Il a comparé entre des décisions politiques et des décisions émanant d'un pouvoir militaire. Il m'a parlé des pays du Nord et tout, là où il y a une véritable démocratie, où c'est des hommes politiques qui gèrent les affaires du pays. Lorsqu'il y a une décision politique, il y a derrière tout ça, il y a l'apaisement, il y a des solutions politiques, des solutions sereines. Lorsque la décision est prise par un militaire, généralement, il y a quoi? Il y a soit un génocide, soit des confusions, soit la catastrophe. Ce qu'on voit aujourd'hui, le pouvoir algérien, il a tellement peur de ce mouvement populaire, même du Hirak, parce que le Hirak, il a si vous voulez, il a vacciné toutes les franges de la société algérienne. Le moindre mouvement social, pour des revendications logiques, des revendications sociales,
lui fait peur, à tel point que, comme on l'a vu, des mutilés, des anciens militaires qui ont perdu des jambes, qui ont perdu des mains, qui sont venus manifester avec des béquilles. La réponse, c'est quoi? C'est les bombes lacrymogènes. Ça veut dire que ça nous renseigne sur moi, je comprends les choses ainsi. Ça nous renseigne sur la nature véritable du pouvoir algérien. Et lorsqu'on parle de l'économie, vous pensez que les entrées d'Alger, quand elles sont fermées, ça perturbe? Ça n'influe pas. Ça n'influe pas sur l'économie en Algérie. L'économie, c'est la rente pétrolière, les tuyaux, les puits de gaz, les puits du pétrole, le gaz. Ça va dans des tuyaux directement vers des ports, vers les ports de Moustaganem, Béjaïa, Arziou. Ou alors ça traverse les frontières. Tant que la rente véritable n'est pas perturbée, ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, moi, je pense que le fait de fermer, de bloquer Alger sur des dizaines de kilomètres, c'est pour créer un conflit au sein de la population. Parce que ces citoyens qui vont quotidiennement pour travailler à Alger ou peut-être dans les villes environnantes, quand ils sont bloqués tous les jours 2-3 heures sur le chemin, ils vont en avoir marre en se disant c'est à cause du Hirak. On est le mardi, c'est le Hirak des étudiants. Le vendredi, c'est la même chose. Ils font ça dès mercredi. Ils commencent à bloquer l'entrée d'Alger. Donc, je n'y avais pas pensé. Oui. C'est une façon aussi de monter les travailleurs, les salariés contre... Je viens d'une wilaya qui connaît peut-être en Algérie le plus grand nombre de fermetures de routes, à tel point que des citoyens en ont marre même des mouvements sociaux. À cause de ce mouvement, vous fermez... Mais c'est dans l'esprit du citoyen. C'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de pérenniser cet esprit de dégoût. Alors, sur cette question d'élection que le régime est en train de préparer, et il semble que ça ne passe pas très bien, y compris en son propre sein, beaucoup de choses indiquent qu'au sein même du régime, il y a des clans, des forces, appelons-les comme on veut, qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne peuvent plus encaisser un autre boycott massif. Si cette fois-ci encore, et c'est tout à fait prévisible, les élections législatives vont être boycottés de la même façon que pour les présidentielles et pour le référendum constitutionnel, il sera très difficile pour ce régime, surtout à l'international, de continuer à rester un tant soit peu crédible. À votre avis? Moi, je ne pense pas que les élections ça va apporter quelque chose à ce régime, c'est-à-dire en termes de crédibilité, du moment qu'il sait qu'il n'est pas crédible, il ne sait pas qu'il est illégitime, il sait qu'il est illégitime, pardon. Donc du coup, il a fait passer le 12-12 malgré toute la tension politique qu'a vécu le pays à cette époque-là, mais quand même il a tenu à la passer. Ouais. Le référendum, il l'a passé, il n'a pas eu même pas toute honte bu, il n'a pas eu honte des chiffres. Absolument. Et il l'a accepté. Il l'a accepté. Sans l'avoir trop gonflé. Oui, mais je comprends pourquoi. Parce qu'il voulait se démarquer de l'ère de Bouteflika. Soit disant, on ne gonfle pas les chiffres. Mais ils ont gonflé les présidentielles. Oui. Ils les ont fait passer de 8% à presque 50%. C'est ce qui fait le paradoxe de ce... Et d'autres sont en train de dire qu'il y a un clan au sein du régime qui a voulu décrédibiliser celui qui a, et qui a fait en sorte que ce chiffre soit maintenu de 23%. Peut-être c'est des lectures... Tout est possible avec ce régime. Tout est possible, c'est des lectures que l'on pourrait faire, mais quand on n'a pas d'éléments factuels, pourquoi on n'a pas d'éléments factuels? Parce que le régime opère dans l'opacité. Et c'est une caractéristique d'un régime totalitaire dictatorial. Il opère dans l'opacité. Si c'était dans un autre pays, les journalistes, les chroniqueurs, les analystes auront toutes les données en temps et en heure pour décrypter la situation politique de leur pays. Mais nous, on n'a rien du tout. Au contraire, on a l'intox. Et le pouvoir s'appuie sur l'intox justement pour se faire pérenniser. Maintenant, si on revient sur les élections, les prochaines élections, je pense que c'est du formalisme. C'est du formalisme. Elles vont se tenir ou non? Je pense qu'ils vont se tenir. Tout dépend de la pression. Je pense que c'est imprévisible, mais si on suit la logique du pouvoir, ils vont se tenir. Ils vont se tenir. Parce qu'il a quand même tenu à faire les élections en pleine crise politique le pouvoir était vraiment ébranlé à cette époque-là. Il a tenu à faire passer des élections. Je pense que c'est du formalisme pour lui. Et pour nous, d'ailleurs, c'est du formalisme. Même s'il y a une menace de boycott tout aussi massif que
que pour celles qui sont passées. Vous savez, Jamaldine, avec le pouvoir, le boycott, ça lui importe peu. Pourquoi? Vous pensez qu'il doit en souffrir quand même? Je ne pense pas quand même. Depuis le multipartisme, il a réussi quand même. Parce que c'est quelqu'un qui a géré le monopartisme pendant 40 ans ou 50 ans, il n'a pas eu du mal à gérer le multipartisme. Donc c'est eux qui ont géré le monopartisme, ils veulent gérer le multipartisme. Je ne pense pas ça va les ébranler du moment qu'ils ne croient pas à la légitimité. Ce n'est pas des démocrates, ce n'est pas des gens qui croient à la démocratie qui vont se dire que, attendez, il y a quand même 80% de la population algérienne qui n'a pas voté sur le référendum. Quand même, ça fait tilt pour des hommes d'État. Ils vont se dire, les décideurs, quand même, il y a 80%. Avoir une constitution votée par le 5e de l'électorat. Vous voyez, et encore, vous voyez les hommes avec le bourrage y compris. Et du moment qu'ils ne croient pas en la démocratie, ça leur importe peu, la démocratie. La seule légitimité qu'ils ont, c'est la légitimité de la force. De l'armée. De l'armée, de la force, de la police, de la répression. C'est ça. Donc, ils vont la faire passer. Et puis, tout dépend... c'est pour ça que je dis c'est imprévisible, tout dépend de la mobilisation du peuple. Et puis, peut-être, comme vous le dites, il y a à l'intérieur du pouvoir des clans. Peut-être il y aura des choses, mais je ne pense pas que la fragilité dans laquelle passe le système aujourd'hui va se donner ce confort ou ce luxe de d'ébranler quand même le château de cartes qui a été construit. Moi, je pense que parfois, quand on est dans la confusion, parce que le pouvoir actuel a provoqué une situation confuse. En tant que militant politique, devant une confusion, il n'est pas facile d'avoir une thèse bien fondée. Donc il faut toujours privilégier une thèse et une antithèse, c'est-à-dire deux visions qui pourraient éventuellement être contradictoires. Vous parliez tout à l'heure du référendum. C'est justement... Le 12-12, si le pouvoir algérien avait forcé des élections présidentielles malgré la pression populaire pacifique qui a démontré que le peuple ne veut plus s'inscrire dans des agendas électoraux. Enfin, c'est déjà inscrit avant, ce qui n'a pas toujours été le cas. À partir du moment où ce pouvoir a compris que la seule solution, c'est le tout sécuritaire, aujourd'hui on assiste... Depuis le référendum du mois de novembre, moi je l'ai appelé le tout électoral. Le tout électoral dans quel sens? Dans le sens où il avait bien compris que le peuple, que depuis le début du Hirak, le peuple ne voulait plus en Algérie rentrer dans une phase sanglante, dans une phase violente. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de s'adapter. C'est un pouvoir qui s'adapte aux situations. Lorsqu'il y avait le parti unique, c'est tout le peuple qui devait voter. Ceux qui pouvaient voter, bien sûr. Et le vote était obligatoire. À partir de l'ouverture, entre guillemets, démocratique qu'ils ont violée quelques années plus tard, et là, ils savaient qu'il y a des voix discordantes, des voix démocratiques, même si elles avaient existé même dans les années 60-70, avec Ahmed Msili et d'autres opposants. Il sait que là, aujourd'hui, il faut adopter un autre discours. Depuis le début du Hirak, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le peuple, tout simplement, ne voulait plus du régime, du système, de ses symboles. Parmi ces symboles, il y a ces partis du pouvoir, le FLN, le RND. Qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Il est en train de recréer une composition politique à sa guise, c'est-à-dire de nouveaux partis d'alliance avec le pouvoir, de nouvelles stratégies. De nouvelles structures qui proposeraient des projets politiques. N'oublions pas qu'il y avait des personnes qui étaient à l'intérieur du Hirak, qui sont par la suite, elles sont sorties avec des feuilles de route toutes faites qui arrangeraient la pérennité. Parmi ceux qui ont été reçus par Tebboune. Exactement. Ceux qui ont été libérés même par Tebboune en disant Tebboune nous a proposé qu'on fasse de la politique, on va faire de la politique. Vous prenez Mokere par exemple du MSP. Là, il y a des partis qui étaient des alliés objectifs du régime qui se trouvent aujourd'hui en difficulté. Parce que le régime essaie de changer sa clientèle. Vous voyez tous ces partis, toutes ces composantes politiques qui sont en train de se créer. Vous avez Djil Jadid aussi, Sofiane Djilali. Ces deux personnes, Mokere et Sofiane Djilali, pour eux, la solution... C'est quoi? C'est de rentrer, de s'impliquer dans les institutions. L'entrisme institutionnel. Et ils sont même sûrs de pouvoir rafler. Ils sont en train de dire. D'ailleurs, j'aimerais qu'on me trouve la vidéo qu'on a passée de Mokere hier.
Ils sont en train de dire, si les autres ne veulent pas participer à ces élections, ne les croyez pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas confiance au régime, non. C'est parce qu'ils savent que nous allons tout rafler. Et ça, tous le disent. Le Makri le dit. Ils ont peur de nous. Le FLN le dit. Le FLN qui est jeté même par son propre employeur. Ils sont en train de dire ça. Et j'espère que nous allons écouter celle de Makri dans un moment, mais je vous laisse poursuivre. Je pense que ce sont des tentatives qui sont faites vainement. Ce sont de vaines tentatives parce que ce sont des opérateurs entre guillemets du régime qui s'accrochent à l'Aïsaba, celle que Gaïd Salah qualifiait l'Aïsaba, même si en réalité c'est une Aïsaba entière à l'intérieur de laquelle il y a des clans. On a donné un certain pourcentage de plus de 50% à Tebboune quand il a été élu. Une année plus tard, ça nous renseigne sur des mouvements qui se seraient opérés à l'intérieur du régime. Vous voyez, il y a quelques mois, Nazar et Toufiq ont été réhabilités. Et il y a quelques mois, ils ont été mis en prison ou ils ont été réhabilités par la suite. Et après, ils sont rentrés de revenus de la grande porte. Et là, puisque vous y amenez, le DGSN vient d'être relevé et à la nomination d'un nouveau DGSN qui succède donc à Khalifa Ounissi, donc remplacé par Farid Zindine Benchir, qui occupait jusque-là la fonction d'inspecteur régional de la police pour la région centre. Et le secrétaire général du MDN, qui est un ancien qui a été installé du temps de Gaïd Salah, et qui vient d'être donc balayé pour être remplacé par quelqu'un d'autre, nommé par Tebboune, nommé entre guillemets par Tebboune, et installé par Chingaria. Moi, je pense que peut-être que je me trompe. On fait des analyses, on peut se tromper. Mais là, c'est une question chronologique. Au mois de novembre, quand il y a eu le référendum, je pense que c'était la première, c'est-à-dire la première démonstration publique d'un clan qui voudrait éventuellement affaiblir le clan de Tebboune. Parce que pour un président qui prend la présidence en Algérie, qui parle de l'Jazaïr Jadida, l'Algérie nouvelle, une année plus tard, il propose une constitution pour laquelle peut-être même pas 5% d'Algériens ont voté. Parce qu'avec même, ils ont même gonflé les chiffres, ça n'a pas dépassé 23%. Sur les 23%, il y avait, je pense, 13% oui, le reste c'est non. Bon, là, on analyse objectivement ce qui nous a été donné, même si personnellement, je ne crois même pas à ces chiffres. Donc c'était... Pour moi, je pense que c'était la première tentative de montrer l'affaiblissement du clan de Tebboune à la présidence. Aujourd'hui, le fait de l'avoir, c'est-à-dire éloigné de l'isoler de ces personnes qui étaient à la tête de la DGSN, le secrétaire général du MDN, ça veut dire qu'ils sont en train d'enlever les maillons sur lesquels ils pourraient s'appuyer. Alors, oui, sur ce sujet, après j'aurai une information à vous donner. Pour corroborer les dires que venait de dire Rahim, c'est que je pense que c'est une lecture, après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas d'éléments factuels. Je pense que Tebboune, il est en train d'être isolé. D'ailleurs, on lui a imposé, je pense qu'on lui a imposé même le FLN, de recevoir le FLN, chose qu'il a refusée tout au début. Oui. Oui, mais il l'a reçu en dernier, après de tout petits partis, ce qui n'est pas... Je pense qu'on lui a imposé ça parce que lui qui voulait justement se démarquer du FLN et du RND, et faisait partie même... Je crois que tous veulent se démarquer du FLN et du RND. Maintenant, c'est devenu des boulets. Ouais, justement, exactement, c'est des boulets politiques donc, de lesquels il faut vraiment se débarrasser. Donc je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut... Alors, je vais vous donner une information qui vient de tomber, que vient de me passer Hussein. Vous savez, M. Tebboune a légiféré par ordonnance pour la loi électorale, alors qu'il avait sous la main, une APN avant sa dissolution. De toute façon, c'est du formalisme. C'est du formalisme. Ils auraient voté. Pourtant, malgré ça, il ne les a pas fait voter. La loi électorale, il les a dissous d'abord. Puis il a fait passer une loi par ordonnance, à une loi d'une importance énorme. Capitale. Dans un état de droit. Dans un état de droit. Mais comme eux, ils veulent faire croire qu'ils sont dans un état de droit. Et là, il vient notre pouvoir quand même. Et là, il vient encore de légiférer par ordonnance. Qu'est-ce qu'il fait? Il diminue le nombre des députés, qui passe, si je ne m'abuse, de 462 à 407. Et il le fait
par ordonnance. Malgré qu'il y a eu 10 wilayas en plus. Alors qu'il y a eu 10 wilayas en plus. Bon, mais à la limite, si on raisonne par au prorata de la population n'a pas vraiment changé. Mais il y a aussi la population algérienne qui est considérable aujourd'hui. Normalement, oui. Peut-être il y aura... On devrait examiner d'une façon plus pondérée, plus mesurée, plus rationnelle. Or, eux, ils décident. On ne sait pas pourquoi, hein, mais après, ils l'ont fait par ordonnance. Vous savez, moi je pense que, enfin, c'est une conviction. Depuis quand en Algérie on a un pouvoir législatif? Depuis quand on a un pouvoir exécutif? Tebboune, c'est, comme on le dit, khadra fok ta'am. Bien sûr. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire qui est devenu un appareil judiciaire entre les mains de ceux qui gouvernent, le régime dictatorial qui gère les affaires du pays, il ne reconnaît même pas en réalité l'existence de ces pouvoirs. Tous ces trois pouvoirs, ils sont entre les mains du pouvoir militaire. Absolument, tout simplement. C'est les généraux. C'est aussi simple que ça. Ahmed disait le cartel des généraux. Parce que l'institution militaire, à l'intérieur de l'institution militaire, il y a tout un cartel des généraux qui gère toutes les affaires du pays. La police politique, les généraux du business, les généraux assassins. Absolument. Donc tous ces généraux, toutes ces composantes qui gèrent les affaires du pays. Et quand on parle du pouvoir législatif, mettre en place 474 ou 400 députés, est-ce que ça changerait la donne? Ça ne va rien changer. Ce qui pose problème dans un État démocratique, lorsqu'on est dans le même modèle électoral en Algérie, c'est parce que nous sommes sur la base de la liste par la wilaya. Oui. Ça veut dire que chaque parti politique propose des listes et en fonction du nombre de voix, vous avez un certain nombre de députés. Alors que moi, personnellement, ce que je pense, dans une véritable démocratie, c'est la proportionnelle. En nombre d'habitants dans un secteur. Oui. Par exemple, vous avez 3-4 communes, vous avez un député. Mais c'est le cas, hein, c'est le cas. Non, c'est sur la base de la wilaya en Algérie. Alors, nous allons écouter M. Mokri, et ce sera le dernier commentaire que nous ferons, mais je vous demande de l'écouter très attentivement, parce qu'il est en train de nous dire clairement, si vous votez, voilà ce que vous avez, et il nous offre le paradis sur un plateau d'argent. Et si vous ne votez pas, il nous dit, d'abord, ce sera très très mauvais, et puis surtout, c'est notre dernière chance. Si on la rate, c'est l'enfer. Alors écoutons-le, ce monsieur. إما أن تنجح وتكون هذه المرة فرصة حقيقية لاجتماع الجزائريين وتآلف الجزائريين وتوافق الجزائريين وتعاون الجزائريين والتركيز على الأولوية وهي أولوية التنمية ورفاه الجزائريين وسعادة الجزائريين ورفع مستوى المعيشة على الجزائريين بالعمل وبالجهد، وإما تكون العياذ بالله فرصة أخرى ضائعة وقد تكون لا قدر الله الفرصة الأخيرة المحطة الأخيرة، لأن الظروف الموجودة اليوم ما كانتش موجودة البارحة. ما زلنا عايشين بقطرة البترول، قطرة البترول بح خلاص. سننتقل للتفكير والهم من أجل التنمية وليس التفكير والهم كيف نتعافروا وندقوا بين بعضها. وش رايكم يا جماعة في هذه الطريق هذه؟ وش رايكم فيها؟ انتم اللي راكم منها وش رايكم في هذا؟ مش هذه اللي تسلك البلاد؟ ايما لا عولوا على الله سبحانه وتعالى ثم على انفسكم وشمروا على ذرعكم في الانتخابات ان شاء الله. واللجنه الولائيه الانتخابيه اللي يديروا فيها تجميع وتقسيم المكاتب ما فيهاش ادوات قانونيه تسمح لك بالرقابه. والتزوير الذكي بكري كان على هذا المستويين، الجانب الايجابي في القانون وهو نمط الاقتراع. نمط الاقتراع الان على القائمه مفتوحه ما يقدرش قال. Alors, mes chers amis, j'aimerais que vous consacriez 2 minutes chacun à nous dire ce que vous pensez. Après, nous passerons à la question des téléspectateurs. Moi, je pense que Mokri, c'est son nom de famille, bien sûr, n'a pas changé d'un iota. Vous prenez son parti, le MSP, bon, désolé, mais depuis Nahna, jusqu'à aujourd'hui, c'est une continuité de servitude en faveur d'un régime en place. Nahna, il l'a fait, Abou Jarrah Sultan, il l'a fait. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il veut nous vendre la chose électorale comme quoi c'est avec la voie électorale dans une constitution
anticonstitutionnaliste et antisociale que l'on va sortir l'Algérie de la crise. Il a cité, j'ai eu le temps de voir les mots, il a parlé de ijtima', ta'aluf, tawafouq, ta'awoun, c'est-à-dire l'union, la cohésion, l'entraide et le consensus. Le consensus, l'entraide, l'union, la cohésion, elles sont dans le hirak, elles sont dans la rue. Donc la sagesse aujourd'hui, ce n'est pas d'appeler à des élections organisées par des lois électorales qui piétinent la démocratie en Algérie, mais plutôt de se rallier du côté du peuple. Je ne suis pas en train de faire du populisme, mais se rallier du peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter ce que disent les citoyens dans le Hirak, écouter les revendications légitimes, populaires pour la fondation, parce qu'on est en train de revendiquer une Algérie plurielle, légaliste, une Algérie pour tout le monde. Je pense que si vous aviez peut-être revenu un peu en arrière, peut-être 2-3 ans, et écouté ces discours, autant de Bouteflika, vous trouverez la même chose. Hein. C'était la même chose, il parlait de la même chose, la dernière chance, il faut faire ça pour sauver le système. Je pense que on a parlé la dernière fois, on avait dit que ce pouvoir, il a une Algérie parallèle. Cette Algérie parallèle, il s'est créé une Algérie et une Algérie parallèle. Et là, c'est démocrate. C'est-à-dire, sur le plan politique, là, c'est démocrate. Et là, c'est islamiste. Et là, toutes les tendances politiques de tous bords. Et c'est créé même une base sociale. Il a même son propre peuple. Donc, je pense que Mokari joue l'islamiste du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut donner une crédibilité, comme quoi ce pouvoir a une forme de crédibilité, comme quoi il a toutes les tendances à l'intérieur, comme il a d'autres, on a dit Nida al-Watan, on a dit Massal al-Jadid, il vient de créer les démocrates, le fameux RND du pouvoir. Donc il a toujours ça. Ils sont dans un autre, franchement, c'est pour ça parfois qu'on dit, quand on écoute justement ces sbires du régime, je me permets de dire ça, ils vivent dans un autre univers. Ils se sont créés une Algérie parallèle. Et ça, c'est une caractéristique d'un système totalitaire. Schizophrénique aussi. Schizophrénique. Ils vivent dans un autre monde. Ils ne voient pas la réalité en face. C'est que ils sont en train de nous diriger vers un abîme sur tous les plans, que ce soit politique, que ce soit géopolitique, toutes les forces qui nous entourent, malencontreuses qui nous entourent, et sur le plan économique et social. Ils refusent de voir ça, ils insistent sur le tout sécuritaire et sur d'y aller, sur la fuite en avant. Alors, quelques questions des téléspectateurs sur la page Facebook. Il y en a une pour vous, mais je ne vous la dirai pas, pour ne pas redémarrer. Non, comme on est à la fin de l'émission. Vous savez, Jamaldine, c'est que de la discussion Jaïla la lumière, surtout notre jeunesse, essaye d'aborder toutes les choses sans haine. Surtout sans haine, et surtout avec un objectivisme. Vraiment, on essaie de se détacher, de s'extirper. Et pour ça, vous êtes bien meilleur que notre génération. Justement, votre génération aborde tout avec sérénité, et c'est tant mieux. Surtout sans haine. Mais je vais vous demander de lire sur ma page Facebook, JSK Jam Ait Youssef. Il vous pose une question que je ne vous poserai pas maintenant, parce que sinon on ne va pas en sortir. Avec plaisir, on peut... Oui, mais c'est une question très sage, hein. C'est une question sage, gentille. D'ailleurs, il s'adresse à vous en vous disant petit frère. Hein. Avec voilà. plaisir. Alors, les autres questions. Y a-t-il possibilité d'inviter M. Sofiane Gilali et M. Rachid Nekez pour avoir leur point de vue sur l'évolution des événements? Pour ce qui nous concerne, bien sûr, on les a même invités. On attend qu'ils répondent, s'ils veulent bien. Voilà, ben bien. À charge pour nous de poser les questions qu'on veut. Oui. Mohamed Brahimi, il faut passer à la vitesse supérieure avec plus de marches. Des marches. Miles Davis, bloquer une capitale pour quelques étudiants, quelle honte. Je vous laisse discuter sur ces dernières questions avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Laquelle vous voulez? Il faut passer à la vitesse supérieure avec plus de marches. La vitesse supérieure avec plus de marches, moi je pense que c'est vrai, nous en tant que diaspora en France, on n'est que la continuité de ce qui se passe en Algérie, puis on a le devoir de jouer la façade internationale. Oui. C'est, qu'on le veuille ou pas, c'est grâce à nous, grâce à ceux qui sont au Québec, à ceux qui sont en Belgique, en Allemagne, un peu partout, que cette révolution
peut s'internationaliser, c'est-à-dire à l'étranger, on se pose la question, il se passe quelque chose en Algérie. Et là, c'est à partir de là que peut-être, je reprends les propos de Azouaou tout à l'heure, c'est très très important pour nous, notamment à Place de la République, qu'on s'unisse dans la clarté, c'est-à-dire qu'on soit clair entre nous, que chacun d'entre nous dise ce qu'il veut, quelle est l'Algérie de demain. Tout à l'heure, vous avez dit les préalables. Oui, les préalables, ils ne viennent pas juste après, mais là, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je veux, c'est à partir de là qu'on peut construire les fondements, déjà du Hirak, les fondements d'un éventuel processus révolutionnaire avec des projets politiques, avec des débats sereins, avec des débats sérieux, même sur les questions là où il y a plus de divergences. Parce que lorsqu'on parle, je peux vous assurer qu'on peut trouver des solutions. Oh, justement, pour dire un mot sur ça, c'est que pour y aller de l'avant et monter en crescendo, je pense qu'il faut de l'organisation. Et quand on dit organisation, il ne s'agit pas de représenter cette révolution. Je pense qu'à mon avis, on ne peut pas représenter les 44 millions d'Algériens. Ça, c'est absurde. De s'organiser en forme, peu importe la forme d'organisation. Il peut y avoir une organisation classique, comme un parti politique, comme un syndicat, comme une association, peu importe. Il peut y avoir même d'autres formes qui sont, à mon avis, à mon sens, qui sont révolutionnaires. Comment ? C'est-à-dire qu'avec un engagement. Il ne suffit pas d'y aller signer des statuts, un agrément, mais avec un engagement. Et je pense que, moral. Je pense que c'est des choses qui se passent. Aujourd'hui, moi, il n'y a rien qui me lie avec Rahim organiquement. Mais on s'est engagé, il y a cet engagement d'essayer de mener ce mouvement, de participer justement à l'organisation de ce mouvement de la diaspora, tout en s'engageant, mais sans qu'il y ait organiquement quelque chose. Donc j'invite nos concitoyens à s'organiser selon des ordres, des affinités politiques, des affinités amicales, peu importe, et d'y aller de l'avant sur ça. Et justement, pour rebondir à ça, la police politique, le pouvoir. Et la police politique, il s'appuie sur quoi dans la société ? Il s'appuie, comme il opère dans l'opacité, il s'appuie sur les non-dits et les non-pensés de la société. Alors c'est pour ça que nous devrons tout dire et tout nous dire. Sans haine. Sans haine et sans rancœur. Exactement, parce que nous, la jeunesse algérienne des années 90, le plus âgé d'entre nous, peut-être il avait 10-15 ans. Donc, c'est exactement avec quoi je voulais finir. D'aborder toutes les questions avec responsabilité, bien sûr, et respect, et sérénité. Je voulais finir avec cette génération 90. Vous savez que les gens qui étaient nés en 90 ou qui étaient bébés, aujourd'hui, ils ont dépassé la trentaine. Ouais. C'est dire que quasiment 60% de la population, si ce n'est pas 70%, n'ont même pas connu cette période. Pourquoi la prendre otage ? Voilà, absolument. Alors, ce qui est bien, et d'ailleurs j'en profite pour demander à nos téléspectateurs de nous pardonner de les avoir tout à l'heure fourvoyés dans cette polémique qui nous vient tout droit des années 90. C'est très important. C'est très important. Justement, juste le raisonnement, la police politique s'appuie sur le non-dit. Ici, on ne le dit pas, la police politique va investir sur ça. En fait, on désamorce. Exactement. On va désamorcer à notre façon. À notre façon. C'est-à-dire dans une Algérie, une vision futuriste pour l'Algérie de demain. Alors, l'essentiel, mes chers amis, merci d'avoir suivi cette émission. Les années 90, parce que n'oublions pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui souffrent, surtout les familles des disparus, qui attendent toujours qu'on leur donne des nouvelles des êtres chers qui leur ont été arrachés, qui n'ont plus reparu, mais pas seulement, les torturés, les exécutés de façon sommaire, sans pointer le doigt sur quiconque, mais la vérité devra être faite pour pouvoir nous sortir de ce traumatisme collectif, mais sinon, khawa khawa, silmiya silmiya, et jusqu'au bout, jusqu'à la libération totale de ce pays et l'avènement d'un État de droit juste et démocratique. Khawa la khair, c'est là-bas.